Ma famille nous a mis à la porte, ma fille de 7 ans et moi, pendant le dîner de Noël. Tu devrais partir et ne jamais revenir, a dit ma sœur. Noël est tellement mieux sans toi, a ajouté maman. Je n'ai pas supplié. J'ai juste dit, alors, cela ne vous dérangera pas que je fasse ceci. 5 minutes plus tard, il me suppliait de faire marche arrière. Techniquement, je n'ai même pas pu finir mon repas. Il restait encore de la sauce dans mon assiette, et j'avais ma fourchette à la main, suspendue en l'air, comme si elle avait oublié la tâche qu'elle était censée accomplir. Ma fille de 7 ans, Mia, avait pris 2 bouchées polies de son petit pain, et comptait tranquillement les petits pois dans son assiette, comme le font les enfants, lorsque l'atmosphère dans une pièce devient lourde. Les enfants de ma sœur s'agitaient sur leurs chaises, et se coupaient la parole sans que personne ne les arrête, tandis que Mia restait immobile et silencieuse, sachant déjà quels enfants étaient tenus de bien se tenir. En face de moi, ma sœur Elisa souriait, comme si elle s'était exercée devant son miroir ce genre particulier de sourire qui dit « Je suis raisonnable », alors que ses yeux hurlent « Je vais ruiner ta vie », et appeler cela des limites. Connor, le mari d'Elisa, était assis à ses côtés, hochant la tête pour un rien, tel l'équivalent humain d'un économiseur d'écran. Il gravitait autour de notre famille depuis des années, toujours un peu trop à l'aise dans la maison de mes parents, agissant comme si la chambre d'amis portait son nom. Connor était le genre d'homme, capable de regarder un bâtiment brûler, tout en demandant où se trouvaient les guimauves. Ma mère tamponnait le coin de sa bouche avec sa serviette, comme si nous étions à un élégant dîner de gala, et non dans un accident familial au ralenti. Mon père fixait sa purée de pommes de terre, avec l'intensité de quelqu'un qui négocie avec elle, pour qu'elle devienne une autre vie. La soirée avait été tendue dès le début. Des petites remarques, des petites piques. « Oh, Rachel, tu as l'air fatiguée », avait dit maman dès que j'avais franchi la porte, comme si la fatigue était un échec moral. Elisa avait jeté un coup d'œil à la robe de Mia et avait dit « C'est mignon ». Très simple, comme si une enfant de 7 ans devait être habillée pour un bal de charité. Connor avait demandé, très sérieusement, « Alors, tu es toujours dans cette phase où les temps sont durs ?» J'avais souri malgré tout. J'avais fait ce que je fais toujours, avaler, hocher la tête, faire semblant. Parce que c'était Noël. Parce que Mia me regardait. Parce que je m'étais promis que cette année serait différente. Et puis, quelque part entre les haricots verts et le 3e compliment passif-agressif d'Elisa sur son propre centre de table, elle a décidé qu'elle en avait fini de faire semblant. Elle a posé sa fourchette, comme si elle posait un marteau de juge. « Nous devons parler », a-t-elle dit. Mon estomac s'est noué, non pas parce que je ne m'y attendais pas, car c'était le cas, mais parce que je savais exactement quel genre de discussion cela allait être, le genre où je n'ai pas le droit d'avoir des sentiments, et si j'en ai, on me traite de mélodramatique. Elisa s'est penchée en arrière sur sa chaise. C'est juste que, cela fait beaucoup, et maman et papa sont d'accord. Mon père n'a pas levé les yeux. Ma mère n'a pas protesté. Connor mâchait lentement, comme s'il attendait ce moment avec impatience. Elisa, ai-je dit, en gardant une voix égale, qu'est-ce que tu fais? Elle a incliné la tête. Nous avons tous décidé que tu devrais partir, et ne plus jamais revenir. C'était là, net, rodé, comme si elle avait répété sa scène devant une lampe circulaire. Mia a levé les yeux de ses petits pois. Ma mère a renchéri immédiatement, comme si elle ne pouvait supporter de laisser la vedette à Elisa plus de 2 secondes. Noël est tellement mieux sans toi, et elle a dit cela doucement, presque gentiment, comme si elle parlait d'une bougie qui sent mauvais. J'ai cligné des yeux, 1 fois, 2 fois. J'ai regardé papa. Il a enfin levé les yeux et pendant 1 seconde, juste 1 seconde, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose. N'importe quoi. Une protestation, une correction, un simple « attendez ». Mais il ne l'a pas fait. Il avait juste l'air fatigué, silencieux, et complice. La petite main de Mia s'est serrée autour de sa fourchette. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine se briser tranquillement, poliment, comme une assiette qui glisse d'un comptoir dans une autre pièce. Et j'ai su que j'avais 2 choix. Je pouvais supplier. Je pouvais expliquer. Je pouvais rejouer toute cette routine humiliante, où j'essaie de prouver que je mérite d'exister au sein de ma propre famille. Ou je pouvais arrêter de passer des auditions. J'ai posé ma fourchette. Mia, ai-je dit doucement, en gardant les yeux fixés sur elle, chérie, peux-tu aller chercher ton manteau et ton petit sac à dos? Nous partons. Elle n'a pas hésité.
Elle a glissé hors de sa chaise comme si elle attendait une permission. D'accord, a-t-elle dit. Pas d'argument, pas de larmes, juste du soulagement enveloppé dans une voix d'enfant. Elle est sortie de la salle à manger vers le couloir, et la rapidité avec laquelle elle l'a fait, avec tant de facilité, m'a donné la nausée, car cela prouvait qu'elle portait ce malaise depuis bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Dès qu'elle a disparu au coin du couloir, l'atmosphère dans la pièce a changé. Elisa a croisé les bras. Bien. C'est réglé. Connor a poussé un petit soupir, comme si nous venions de résoudre un conflit d'emploi du temps. La bouche de ma mère s'est crispée. Rachel, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je les ai regardés, tous autant qu'ils étaient, et j'ai senti mon visage faire quelque chose d'inattendu. J'ai souri. Pas un sourire chaleureux, ni amical. Le genre de sourire que l'on affiche quand on réalise que l'on essayait de gagner à un jeu truqué. D'accord, ai-je dit calmement. Elisa a pris un air arrogant. Enfin. Je me suis levé lentement, en repoussant ma chaise. Alors, cela ne vous dérangera pas que je fasse ceci. Ils m'ont tous observé, comme s'ils attendaient une crise de nerfs, des larmes, ou un discours dramatique. Au lieu de cela, je suis passé devant la porte de la salle à manger pour entrer dans la cuisine, et je me suis arrêté devant le placard, près de l'extrémité du comptoir. Je les avais mis là plus tôt, dissimulés, cachés derrière une pile de plats de service, comme un pauvre petit secret. Je m'étais dit que je faisais preuve de prudence, de réflexion, en attendant le bon moment. Il s'est avéré que le bon moment, c'était l'instant où ils m'ont dit que je n'avais pas ma place ici. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti 3 feuilles de papier sobres, rigides, lourdes. Chacune portait un nom griffonné sur le devant au marqueur noir épais, maman, papa, Elisa. Les sourcils d'Elisa se sont levés. C'est quoi, ça? Connor a ricané. Ce sont des cartes de vœux. Ma mère a carrément ri, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. Rachel, qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule. Je l'ai regardé. Ah bon? Papa a enfin parlé, d'une voix monocorde. Si tu essaies de nous faire culpabiliser ou non, ai-je dit, en souriant toujours, ce n'est pas de la culpabilité. Ce sont juste des conséquences. Elisa s'est levée, exaspérée. Tu crois qu'on a besoin de tes cadeaux? Tu crois qu'on va regretter le moindre petit? Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai pris celle étiquetée maman et je l'ai déchirée net, en plein milieu. Le bruit était léger. Du papier qui se déchire ne devrait pas être aussi bruyant, mais dans cette pièce, cela a résonné comme un coup de feu. Le sourire de ma mère a flanché. Rachel? J'ai déchiré celle étiquetée de papa ensuite. Lentement, proprement, délibérément. Le visage de papa s'est crispé. Connor s'est redressé un peu plus, comme si son cerveau venait enfin de se connecter. La suffisance d'Elisa s'est fissurée sur les bords. Arrête. Qu'est-ce que tu? J'ai déchiré celle étiquetée Elisa en dernier. Celle-là? Je n'ai même pas hésité. J'ai laissé tomber les morceaux sur le comptoir, en 3 piles nettes, comme des offrandes. Il y a eu un moment de silence, où aucun d'eux n'a bougé. Puis Connor a lâché un rire, trop fort et trop forcé. D'accord. Waouh, c'est de la folie. La voix d'Elisa est devenue tranchante. Tu es en train de prouver notre point de vue. Maman a secoué la tête, comme si elle regardait une étrangère. C'est exactement pour cela que... Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. Je me suis simplement détourné. Mia était dans le couloir, déjà en manteau, son petit sac à dos sur l'épaule. Elle m'a regardé avec de grands yeux, mais elle n'avait pas l'air surprise. J'ai pris sa main. On y va, ai-je dit, et nous avons franchi la porte d'entrée. L'air froid m'a frappé le visage. En descendant les marches du perron, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre sans le vouloir. Je les ai vus fixer le comptoir, puis s'agiter, ils n'étaient plus en colère. Ils étaient curieux. Maman s'est penchée et a ramassé un morceau déchiré. Papa s'est approché. Elisa a saisi quelque chose et a commencé à assembler les morceaux comme un puzzle. Leurs visages ont changé en temps réel, de la suffisance à la confusion, de la confusion à la pâleur, de la pâleur à la panique. Et puis, à travers la vitre, j'ai vu la bouche de ma mère s'ouvrir toute grande, comme si elle hurlait.
Je n'ai pas entendu clairement au début. Puis, j'ai entendu. La porte s'est ouverte violemment derrière moi. Rachel. Des pas rapides, maladroits. La voix d'Elisa était plus aiguë que je ne l'avais jamais entendue. Attends. Attends. Reviens. La main de Mia s'est serrée dans la mienne alors que nous atteignions la voiture. Rachel. La voix de maman s'est brisée. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu ne peux pas. La voix de papa aussi était différente. Pas calme. Pas silencieuse. Rachel, arrête. Arrête-toi et parlons. J'ai ouvert la portière, tenant toujours la main de Mia. J'ai regardé leur visage pâle, frénétique, transformé. Il y a 5 minutes, il m'avait dit que Noël était mieux sans moi. Maintenant, il me suppliait d'annuler quelque chose qu'il ne pouvait toujours pas admettre à voix haute. Je me suis glissé sur le siège conducteur. Mia a grimpé à côté de moi. J'ai démarré le moteur, et je suis parti. Ma sœur Elisa a 6 ans de plus que moi. Cela compte plus qu'on ne le pense. 6 ans, c'est la différence entre être le bébé que tout le monde dorlote, et l'enfant qui est assez vieux pour comprendre. 6 ans, c'est la différence entre être précieuse et être utile. Elisa était l'enfant chéri avant même d'avoir toutes ses dents. Ma mère disait qu'elle était un miracle, comme si elle avait personnellement négocié avec l'univers pour avoir une fille capable de sourire sur commande. Elisa était l'enfant que les inconnus complimentaient au supermarché. Quelle petite dame, disait-il, si bien élevée. J'étais l'enfant derrière elle, qui tenait le chariot, et à qui on disait de ne toucher à rien. Si Elisa pleurait, le monde s'arrêtait. Si je pleurais, j'étais le mélodramatique. Elisa avait des cours de danse, on me disait de la surveiller pendant que maman faisait les courses. Pour Elisa, on disait elle est juste passionnée, pour moi, c'était pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? C'est pendant les fêtes que cela se voyait vraiment. Elisa ouvrait cadeau après cadeau sous les yeux de tout le monde. Elle poussait des petits cris parfaits, riait parfaitement, serrait maman dans ses bras parfaitement. Ma mère adorait ça. Elle aimait la mise en scène. Elle aimait avoir une fille qui la faisait passer pour le genre de mère que les gens complimentent. Moi, je recevais quelque chose d'utile, un pyjama, un pull, un livre. Ensuite, on me tendait un sac poubelle et on me disait de ramasser les papiers cadeaux. Et le plus fou, c'est que pendant longtemps, je n'ai même pas su que c'était anormal. Quand on grandit à l'intérieur d'un système, on suppose que c'est simplement ainsi que fonctionne la gravité. À l'adolescence, j'avais perfectionné l'art de me faire toute petite. J'avais appris quels sujets faisaient soupirer ma mère, quelles opinions faisaient taire mon père, quelles émotions faisaient lever les yeux au ciel à Elisa. Alors, j'ai arrêté d'en avoir ou du moins, j'ai arrêté de les montrer. Je suis parti à l'université en pensant que la distance réglerait peut-être les choses. Je pensais qu'en étant loin, ma famille finirait par me manquer. Ce ne fut pas le cas. Je leur manquais parce qu'ils n'avaient plus personne à blâmer quand Elisa était malheureuse, mais ce n'est pas la même chose. J'ai rencontré mon mari, Daniel, au milieu de ma vingtaine. Il n'était pas bruyant. Il n'était pas tape à accent grave-l'œil. C'était le genre d'homme qui vous tendait tranquillement une tasse de café, sans en faire toute une histoire, comme si la gentillesse était quelque chose que l'on avait le droit de recevoir sans l'avoir gagné. Lors de notre 3e rendez-vous, j'ai mentionné ma sœur et ma mère en riant, comme si c'était normal. Daniel n'a pas ri. Ce n'est pas normal, a-t-il dit. Je me souviens l'avoir regardé comme s'il parlait une autre langue. Il l'a répété, plus doucement, Rachel, ce n'est pas correct. Personne ne m'avait jamais dit cela auparavant. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Mes parents ont fait semblant d'être encourageants en public. Elisa a joué les sœurs ravies pour Instagram. Connor, qui n'était encore que le petit ami d'Elisa à l'époque, a fait une blague sur le courage de Daniel d'entrer dans notre famille. Daniel a souri poliment et n'a pas mordu à l'hameçon. Daniel travaillait comme ingénieur en construction. Il en était fier. Il aimait construire des choses durables, et résoudre des problèmes que la plupart des gens ne remarquaient même pas. Il travaillait de longues heures sur de gros projets, des bâtiments commerciaux, des rénovations, des quartiers entiers qui n'étaient auparavant que des terrains vagues. C'était bien payé. Pas au point d'avoir un jet privé, mais assez pour ne pas avoir à compter chaque centime.
Et parce que je suis apparemment incapable de ne pas essayer de gagner l'amour de ma famille, Daniel et moi avons commencé à aider discrètement mes parents. Rien de fou, rien de dramatique, juste un montant régulier de 2 cents par mois, chaque mois, comme une petite perfusion financière. Parfois plus si un imprévu survenait, un problème de voiture, une facture d'électricité, une urgence qui arrivait bizarrement juste après qu'Elisa ait acheté quelque chose de cher. Mes parents ne m'ont jamais remercié correctement, pas une seule fois d'une manière qui semblait sincère. C'était plutôt comme s'ils l'acceptaient, comme s'il s'agissait d'une ressource naturelle qui s'était remise à produire. Elisa s'en attribuait le mérite à sa façon. Elle disait des choses comme « je leur ai dit qu'on trouverait une solution », comme si elle avait personnellement fait des heures supplémentaires pour couvrir le paiement. Connor hochait la tête et disait « la famille prend soin de la famille », et j'avalais mon agacement parce que Daniel me serrait la main sous la table, pour me rappeler sans mot dire que je n'étais pas folle. Puis vint le jour où tout a basculé. Il y a 6 mois, Daniel est mort au travail. Il était sur un chantier pour une visite de routine, une journée normale, une journée dont il ne pensait pas qu'elle serait la dernière. Une plateforme d'échafaudage s'est effondrée, elle a simplement cédé sous lui. Plus tard, nous avons appris qu'il y avait eu des plaintes, des avertissements, des petites économies de bout de chandelle parce que quelqu'un voulait gagner du temps, de l'argent, ou éviter de la paperasse. Ils ont appelé cela un tragique accident dans le premier communiqué. Comme si la tragédie était quelque chose qui arrivait au hasard, comme la météo. Mais l'enquête a conclu que c'était évitable. Je me souviens avoir reçu l'appel. Je me souviens de mon corps qui est devenu glacé. Je me souviens être assise sur le sol de ma cuisine, le téléphone pressé contre l'oreille, en pensant « ce n'est pas possible. Ma vie ne peut pas être ça ». Ensuite, il y a eu l'après-funérailles. Tout est devenu concret de la pire des manières. Les factures ne s'arrêtaient pas parce que j'étais en deuil. Les courses ne devenaient pas gratuites parce que j'avais perdu mon mari. Mia avait toujours besoin de vêtements pour l'école, de dîner et d'histoire le soir. Et je me retrouvais soudain à tout faire seul. Les 200 $ par mois pour mes parents se sont arrêtés immédiatement, non par méchanceté, mais par nécessité. Je pouvais à peine payer mes propres factures. Ma famille a remarqué l'absence d'argent plus vite qu'elle n'a remarqué mon chagrin. Maman a commencé à appeler plus souvent, mais pas pour demander comment j'allais, plutôt pour demander, de cette voix prudente, si je m'en sortais toujours. Elisa a demandé si je gérais intelligemment mes finances, comme si la mort de Daniel était un problème de budget. Connor a fait une blague sur le fait que l'assurance vie devait être appréciable, puis a ri quand personne d'autre ne l'a fait. Je ne leur ai pas demandé d'aide tout de suite. J'ai tenu plus longtemps que je n'aurais dû, parce que demander quoi que ce soit à ma famille, c'est comme leur tendre une arme. Mais un mois, j'ai dû le faire. Mia était tombée malade. J'avais manqué le travail. La voiture avait besoin d'une réparation. Les comptes ne tombaient pas juste. Alors j'ai demandé. Pas une fortune. Pas un sauvetage complet. Juste assez pour combler le manque. Mes parents ont envoyé une petite somme, puis ma mère a posté un message à ce sujet et une publication Facebook avec un emoji triste et une photo de famille souriante, comme s'il venait de donner un rein. Parfois, il faut se mobiliser pour la famille, a-t-elle écrit, même quand c'est dur. Je prie pour que Rachel apprenne bientôt à se tenir debout toute seule. Elisa a commenté la première, nous serons toujours là pour elle. Connor a réagi avec un pouce levé. J'avais envie de m'arracher la peau. Je n'ai dit à personne que Daniel et moi leur envoyions de l'argent depuis des années. Je n'ai pas corrigé le récit. Je ne me suis pas battu. J'ai juste arrêté de demander quoi que ce soit, pour toujours. Et j'ai gardé le silence sur la seule chose qui aurait pu tout changer, l'indemnisation. Parce qu'elle n'est pas arrivée tout de suite. Ce n'était pas un chèque magique qui apparaissait à l'instant même où Daniel était mort. Il y a eu des avocats, de la paperasse, des délais, des réunions, et des appels téléphoniques qui me retournaient l'estomac. L'entreprise traînait les pieds. Leurs assureurs avançaient comme des escargots. Tout prenait du temps. J'ai engagé quelqu'un pour gérer tout cela, car je ne pouvais pas porter à la fois le deuil et la bureaucratie sans m'effondrer. Pendant des mois, j'ai eu l'impression de hurler dans le vide. Et puis, très récemment, juste avant Noël, c'est enfin arrivé. Une somme qui change une vie. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu associé à mon nom.
J'ai fixé le solde du compte comme on fixe un inconnu qui ressemble exactement à quelqu'un qu'on a perdu. Comme si cela ne pouvait pas être réel. Je ne l'ai pas dépensé. Pas vraiment. Je ne me suis pas précipité pour acheter une nouvelle voiture, une nouvelle garde-robe ou une nouvelle personnalité. Je ressemblais toujours à moi-même, j'avais toujours la même voix. J'avais toujours une enfant qui avait besoin d'un goûter et d'une histoire le soir, mais le chiffre était là. Et la première chose que j'ai pensé, parce que je m'obstine apparemment à apprendre les leçons de la manière la plus difficile, c'était, je devrais les aider. Maman et papa étaient vieillissants, travaillaient toujours, et se noyaient dans des dettes qu'ils n'admettaient jamais. Elisa était toujours entre deux opportunités, comme seuls peuvent l'être les gens qui ont un filet de sécurité. Connor avait un talent pour transformer l'argent des autres en projet pour nous. Et j'ai pensé que, peut-être, cela pourrait tout arranger. Peut-être que cela pourrait acheter la paix. Peut-être que si j'arrivais à Noël et que je leur remettais quelque chose de grand, quelque chose d'important, ils finiraient par me voir comme autre chose qu'un fardeau. Alors, j'en ai pris une part massive et j'ai préparé 3 cadeaux, 3 feuilles de papier, 3 noms. J'ai conduit jusqu'à leur maison avec Mia sur le siège arrière, en me disant que c'était un nouveau départ, en me disant que cela changerait tout. Pendant ce temps, tout ce qu'ils voyaient, eux, c'était la version de moi qu'ils s'étaient créée dans la tête, la veuve fauchée qui débarquait à Noël pour en demander encore plus. Ils m'ont poursuivi jusqu'au bout de l'allée. Elisa était pieds nus sur le bitume froid. Maman serrait son manteau autour de ses épaules, comme si elle était la victime du climat. Papa bougeait plus vite que je ne l'avais vu faire depuis des années. C'est drôle ce que l'urgence peut provoquer quand elle est liée à l'argent. Rachel, a hurlé maman. Arrête. S'il te plaît, annule ça. S'il te plaît, annule ça, criait Connor derrière eux, parce que bien sûr, il le fallait. Mia regardait par la fenêtre, silencieuse, son visage pâle à la lumière du tableau de bord. Je n'ai pas arrêté la voiture. J'ai gardé la vitre fermée. J'ai simplement roulé. Pas parce que j'essayais d'être dramatique, mais parce que je ne me faisais pas confiance pour parler. Pas avec Mia juste là, qui entendait chaque mot. Pas avec mon cœur qui cognait dans ma poitrine, et mes mains qui tremblaient sur le volant. J'ai roulé jusqu'à ce que les rues deviennent floues. J'ai roulé jusqu'à ce que Mia murmure, où est-ce qu'on va? Et c'est là que j'ai réalisé, je ne pouvais pas rentrer à la maison. Ma maison était à plusieurs villes de là. J'avais prévu de dormir chez mes parents. C'était tout le but. Passer Noël ensemble, être en famille, comme si je pouvais nous recoudre pour former un tout. Maintenant, il était tard. Mia était épuisée. Et je n'allais pas conduire 2 heures dans le noir avec une enfant qui venait de voir ses grands-parents la jeter comme un déchet. Alors, je me suis garé sur le parking d'un hôtel au bord de l'autoroute. Pas un motel, pas un relais routier avec des lumières vacillantes et des taches suspectes sur la moquette, un vrai hôtel, un hall chaleureux, une odeur de propre, un endroit où la personne à la réception a souri à Mia comme si elle comptait. Parce que si je ne pouvais pas donner à ma fille une famille aimante, je pouvais au moins lui donner une chambre sûre et un chocolat chaud. J'ai réservé une chambre avec 2 lits. Mia a enlevé ses chaussures et a grimpé sur l'un d'eux, comme si elle avait retenu son souffle toute la journée. Je me suis assise sur le bord de l'autre lit et j'ai regardé mes mains. Pendant 1 minute, aucune de nous n'a parlé. Puis Mia a dit doucement, « Grand-mère ne m'aime pas. » Ma gorge s'est serrée. « Mia non maman, elle ne m'aime pas », a insisté Mia, d'une voix petite mais assurée. Elle aime les enfants d'Elisa. Elle leur donne toujours les beaux cadeaux. Elle leur fait toujours des câlins en premier. J'ai senti une brûlure derrière mes yeux, vive et chaude. Ce n'est pas ta faute. Mia a haussé les épaules, comme une enfant qui a déjà décidé que le monde était injuste, et qui essaie simplement d'en comprendre les règles. Ce n'est pas ma faute, a-t-elle répété, comme si elle testait la phrase. J'ai pris sa main. Non, ça ne l'est pas. Et tu n'as pas besoin de te faire aimer des gens en étant silencieuse, ou sage, ou toute petite. Mia m'a regardé comme si elle entendait quelque chose de nouveau. Mais toi, tu le fais. Je suis resté figé car elle n'avait pas tort. Les enfants ne ratent pas grand-chose. Ils n'ont juste pas toujours les mots. J'ai dégluti avec peine et je l'ai prise dans mes bras. Je suis désolé, elle chuchotait dans ses cheveux. Je suis vraiment désolé. Mia a bâillé, l'adrénaline retombant enfin. On peut regarder un film. Oui, ai-je dit, la voix épaisse.
On peut regarder ce que tu veux. Nous avons mangé des snacks du distributeur sur le lit, et regardé un film de Noël où tout le monde apprenait le vrai sens de la famille. Mia a ri au moment drôle. J'ai ri aussi, mais mon rire sonnait un peu cassé. Mon téléphone vibrait sans arrêt sur la table de chevet. Maman, papa, Elisa, Connor, encore et encore. Je l'ai ignoré tant que Mia était éveillée. Une fois qu'elle s'est enfin endormie, étalée en étoile à travers le lit, j'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Il a vibré à nouveau. Maman, ai-je répondu. Rachel. Sa voix a éclaté dans mon oreille. Trop joyeuse, trop aiguë, comme si elle avait pleuré et essayait de le cacher. Oh, enfin. Où es-tu? Es-tu en sécurité? Est-ce que Mia va bien? J'ai failli rire. Maintenant tu t'en soucies? Rachel, s'il te plaît, a-t-elle dit rapidement. On ne le pensait pas. Tu sais qu'on ne le pensait pas. En arrière-plan, j'entendais la voix d'Elisa, tranchante, en colère, dis-lui de revenir. La voix de papa aussi, basse et tendue, mais le haut-parleur. Maman a hésité. Puis j'ai entendu le clic. Rachel, a dit papa, c'est ridicule. Reviens ici et répare ça. Elisa a coupé, ouais, arrête de jouer les martyrs. Tu es en train de gâcher Noël. J'ai regardé la silhouette endormie de ma fille et j'ai senti ma poitrine se resserrer à nouveau. Vous avez déjà gâché Noël, ai-je dit calmement. Vous m'avez dit de partir et de ne jamais revenir, alors que mon enfant était assise juste là. Nous étions contrariés, a dit maman précipitamment. Les émotions étaient fortes. Tu sais comment et Elisa, je le sais, ai-je dit. Je sais exactement comment est Elisa, et je sais exactement comment tu es. Je suis venu pour donner, pas pour prendre. Je suis venu pour vous aider, et vous m'avez traité comme si j'étais là pour mendier. Elisa a explosé, tu n'as pas le droit de déchirer quelque chose comme ça et de partir comme si ça n'avait aucune importance. La voix de papa est montée, Rachel, tu dois réparer ça. Tu peux le refaire. Tu peux le réécrire tout de suite. C'était là. Pas des excuses, pas de l'amour. De la panique. J'ai pris une inspiration. Non, ai-je dit. Pas ce soir. Pas après ce que vous avez dit. La voix de maman s'est brisée, Rachel, s'il te plaît non, ai-je répété, et cette fois ma voix était ferme. Bonne nuit. J'ai raccroché et j'ai retourné le téléphone. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était calme d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Dehors, les voitures sifflaient sur la route mouillée. À l'intérieur, Mia dormait en sécurité. Et quelque part, dans la maison de mes parents, ils fixaient 3 morceaux de papier déchirés en réalisant qu'ils venaient de s'exclure eux-mêmes du meilleur résultat qu'ils auraient jamais pu espérer. Pendant quelques jours après Noël, tout fut silencieux. Pas d'appel, pas de texto, pas de nouvelles. Pas même un message passif-agressif d'Elisa avec un emoji de main jointe et une menace cachée derrière. Au début, ce silence fut un soulagement, comme si le monde s'était arrêté de trembler assez longtemps pour que je puisse respirer. Mia a repris sa routine, école, petit déjeuner, devoir. Elle posait moins de questions sur grand-mère. Elle ne mentionnait plus Noël, ce qui, d'une certaine manière, faisait plus mal que si elle l'avait fait. J'ai déballé la valise que nous avions apportée pour ce qui était censé être des vacances en famille. J'ai plié le petit pull de Mia et j'ai senti mon estomac se tordre de colère à nouveau. Puis, le 3e jour, j'ai ouvert Facebook. Et c'était là, une publication d'Elisa, une photo d'elle dans le salon de mes parents, souriante devant le sapin comme si elle venait de gagner un prix. Connor à ses côtés. Maman en arrière-plan, tenant un mug comme si elle jouait dans une publicité de Noël pleine de bons sentiments. La légende était longue. Bien sûr qu'elle l'était. Elle commençait par des propos sur la famille et la trahison, et se terminait sur la façon dont certaines personnes montrent leur vrai visage. Elle n'utilisait pas mon nom au début, ce qui était presque pire, comme si je n'étais qu'une rumeur. Puis, elle l'a fait. Rachel s'est pointée à Noël pour chercher de la sympathie, a écrit Elisa. Et quand nous avons enfin posé des limites, elle a humilié nos parents et est partie en trombe. Certaines personnes prennent tout et en demandent encore. Les commentaires affluaient, des tantes, des cousins, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. On prie pour vos parents.
certaines personnes sont si ingrates. Pauvre maman et papa. Puis Elisa a visé la gorge. Et oui, a-t-elle écrit avant que quiconque ne demande, Rachel a reçu une énorme somme d'argent suite au décès de Daniel, et elle ne donnera pas un centime à sa propre famille. Elle préfère nous punir plutôt que d'agir comme un être humain décent. J'ai fixé l'écran, les mains froides. J'ai profité de la mort de mon mari. C'est ce qu'elle insinuait. Que j'avais de la chance. Que je devrais être reconnaissante. Que je leur devais une part de mon deuil. Mon téléphone s'est remis à sonner dans l'heure. Les singes volants, comme ma thérapeute les appellerait probablement si j'avais le temps d'en voir une. Une tante, je pense juste que tu devrais t'excuser. Tes parents sont dévastés. Un cousin, Elisa a dit que tu es devenue folle et que tu as déchiré de l'argent devant eux. Un autre cousin, c'est vrai que tu as été payé. C'est dingue. Un message de quelqu'un dont je me souvenais à peine, la famille, c'est tout ce qu'on a. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai préparé le déjeuner de Mia. Je l'ai aidé avec une fiche de maths. Je l'ai regardé colorier un bonhomme de neige et je me suis demandé quel genre d'adulte pouvait regarder une enfant et décider qu'elle ne méritait pas une place à table. À la fin de la journée, j'en avais fini de me taire car le silence ne m'avait jamais protégé. Le silence n'avait fait que me rendre plus facile à blâmer. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai récupéré les virements que je faisais depuis des années. 2 cents dollars par mois, chaque mois. J'ai pris des captures d'écran. Puis j'ai remonté jusqu'à la publication Facebook que ma mère avait faite après la mort de Daniel. Celle où elle se vantait de m'avoir envoyé une petite somme, comme si c'était de la charité. J'ai aussi pris une capture d'écran de ça. Puis j'ai tapé mon texte. Pas un coup de gueule, pas un roman, juste la vérité brute et tranchante. Elisa, ai-je écrit, tu m'as dit de partir et de ne jamais revenir le jour de Noël, devant ma fille de 7 ans. Maman était d'accord. Papa est resté silencieux. Puis j'ai posté les preuves, des années de paiement mensuel, cette aide discrète dont je ne m'étais jamais vanté. Et juste en dessous, l'ancienne publication de ma mère, son émoji triste, son geste pour se mobiliser pour la famille, sa petite insinuation sur mon irresponsabilité. Voici à quoi ressemblait la famille avant la mort de Daniel, ai-je écrit. Nous avons soutenu maman et papa chaque mois pendant des années. Je n'ai jamais posté à ce sujet. Je n'ai jamais demandé d'applaudissements. Voici ce qui s'est passé la seule fois où j'ai eu besoin d'aide, ils ont posté à ce sujet comme si je les avais dévalisés. Et pour information, ai-je ajouté, je ne suis pas parti en trombe. Je suis parti quand mes parents et ma sœur m'ont dit que Noël était mieux sans moi, devant ma fille de 7 ans. J'ai cliqué sur publier. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé m'asseoir avec Mia sur le canapé pendant qu'elle regardait des dessins animés. Cela n'a pas pris longtemps. En 1 heure, les gens ont commencé à commenter la publication d'Elisa différemment. Attends, vous leur envoyez de l'argent? Pourquoi as-tu posté que tu l'aidais? Alors, vous l'avez mise à la porte et maintenant vous voulez son argent? Les commentaires d'Elisa sont devenus défensifs, puis colériques. Puis elle en a supprimé quelques-uns. Maman a essayé de m'envoyer un message privé. Papa n'a rien dit, mais j'ai vu sa sœur, ma tante, commenter, c'est dégoûtant. Rachel et Mia ne méritaient pas ça. La publication d'Elisa a été modifiée, 1 fois, 2 fois. Puis elle a disparu. Le lendemain, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et j'ai senti mon estomac tomber. Maman et papa étaient là. Elisa aussi, avec Connor debout derrière elle comme un lampadaire de soutien. Et dans les mains de maman, un gâteau comme si le glaçage pouvait effacer la cruauté. J'ai ouvert la porte juste assez pour me tenir dans l'encadrement. Rachel, a dit maman, d'une voix trop mielleuse. Bonjour ma chérie. Je n'ai pas répondu. Elisa a souri pas le sourire arrogant de Noël, un nouveau. Celui qu'on affiche quand on veut quelque chose. On veut juste parler, a-t-elle dit. On a tous eu le temps de se calmer. Papa s'est raclé la gorge. On est une famille. Maman a soulevé le gâteau légèrement, comme s'il s'agissait d'une offrande de paix et non d'un accessoire. On ne pensait pas ce qu'on a dit, a-t-elle lancé. Tu le sais bien. Je les ai fixés. Vous le pensiez assez pour le dire. Les yeux d'Elisa ont vacillé. C'était un moment d'égarement. Un moment, ai-je répété.
Un moment où vous avez regardé mon enfant et décidé qu'elle n'avait pas sa place ici. Connor s'est avancé un peu. Rachel, allez. Mia a besoin de ses cousins. De sa famille. Mia est apparue derrière moi, jetant un coup d'œil derrière ma jambe. Le visage de maman s'est éclairé instantanément. Mia. Bonjour bébé. Viens faire un câlin à grand-mère. Mia n'a pas bougé. Sa petite main s'est agrippée à mon t-shirt. Le sourire d'Elisa s'est crispé, mais elle l'a gardé collé sur son visage. Tu vois, c'est de ça qu'on parle. On peut arranger ça. On a juste besoin d'être ensemble. Je pouvais presque entendre la partie non dite, nous avons juste besoin d'un accès. Nous avons juste besoin que la porte s'ouvre. Nous avons juste besoin que tu sois assez proche pour te remettre la pression. J'ai pris une inspiration. Non, ai-je dit. Maman a cligné des yeux. Rachel? Non, ai-je répété calme, plat, définitif. Vous n'avez pas le droit de nous jeter dehors, pour ensuite vous pointer avec un gâteau et prétendre que vous êtes gentil. Vous n'aurez pas accès à ma fille après avoir prouvé que vous ne la considérez même pas comme un membre de la famille. La mâchoire de papa s'est serrée. Tu es cruel. Je l'ai regardé. C'est vous qui m'avez appris. Le masque d'Elisa a glissé pendant une demi-seconde. La colère a brillé. Ce sentiment que tout lui est dû. Puis elle l'a rattrapé, vive comme un serpent. Rachel, a-t-elle dit doucement, ne fais pas quelque chose que tu regretteras. J'ai souri juste un peu. J'ai déjà fait quelque chose que je regrette. Et ce n'était pas de déchirer ce papier. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Et pour la première fois de ma vie, exclure quelqu'un ne ressemblait pas à de la cruauté. Cela ressemblait à de la protection. Environ 8 mois se sont écoulés depuis ce Noël, assez longtemps pour que le bruit s'estompe, assez longtemps pour que la vérité s'installe dans des endroits qui ne peuvent plus être contestés. L'indemnisation était de 2 millions de dollars. Je ne l'avais jamais dit à voix haute à l'époque, parce que cela ne me semblait pas réel, et parce que je savais qu'à l'instant où je le ferais, il ne serait plus question de deuil, mais d'avidité. J'avais prévu de donner environ 500 000 dollars à ma famille. Assez pour rembourser l'hypothèque et les dettes de mes parents. Assez pour qu'ils puissent prendre leur retraite sans panique. Assez pour donner à Elisa un nouveau départ propre, au lieu d'une énième galère. Ils n'ont pas reçu un seul dollar. À la place, j'ai acheté une maison modeste au comptant, rien de tape à accent grave-l'œil, juste des murs solides et tranquilles. La majeure partie de l'argent est allée directement dans des épargnes à long terme et des investissements prudents. Mia a un fonds pour l'université maintenant, un trust, et un coussin de sécurité, pour que son avenir ne dépende jamais de gens qui décident de sa valeur en fonction de leur propre intérêt. L'argent n'a pas effacé le chagrin. J'aimerais que cela fonctionne comme ça. Daniel est toujours parti. Certains matins sont encore très durs. Mia pose toujours des questions sur son papa, de manière détournée, des questions au moment de se coucher, des silences où elle s'attend à ce que quelqu'un réponde. La différence, c'est que le chagrin n'est plus entremêlé à la peur. Nous sommes tristes, mais nous sommes en sécurité. Mia ne demande plus après sa grand-mère maintenant. Elle ne se demande pas pourquoi elle n'était pas désirée. Elle rit plus. Elle dort mieux. Elle sait que cette maison est la sienne. Par le bouche à oreille, j'ai appris ce qui leur est arrivé. Mes parents ont vendu la maison. La retraite est tombée à l'eau. Les relations se sont fracturées. Et ce qui les a vraiment brisées, ce n'était pas seulement l'argent, c'était de savoir exactement à quel point ils étaient passés près du but. Ils l'ont raconté aux gens, s'en sont plaints, l'ont ressassé. Ces 500 000 dollars les hantent. J'ai pensé que garder l'argent pourrait me hanter moi aussi. Ce n'est pas le cas. Ce qui m'aurait hanté, c'est d'apprendre à ma fille que la cruauté mérite d'être récompensée. Je pleure toujours la famille que j'espérais avoir, mais j'ai choisi la sécurité de mon enfant plutôt que leur approbation, et ce choix a fini par me choisir en retour. Alors, dites-moi, suis-je allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour en savoir plus.